Honte. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des Folies Web. Je suis Anne-Émilie, je fais partie de l'équipe des Folies Web et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau webinaire intitulé Comment réussir le lancement d'un site e-commerce rentable. Donc on a la chance ce matin d'avoir non pas un intervenant mais deux pour le prix d'un. Donc merci à tous les deux d'être là. Donc je vous présente Paul Herbeau qui vient de chez Neo Camino, qui est expert en stratégie digitale, et Roch Dubois qui est responsable formation chez Wheezy Shop. Et ils sont là tous les deux ce matin pendant 1 heure pour vous présenter ce webinaire. Donc bienvenue à tous les deux. Et puis je vous laisse dire 2 petits mots en introduction. Paul, peut-être Eh ben, tu veux commencer? yes, avec plaisir. Bonjour à tous, ravi d'être là. En tout cas, j'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. On va du coup se parler aujourd'hui, réussir le lancement d'un site e-commerce rentable. En tout cas, comment réussir justement ce lancement. Et puis voilà, en tout cas, bien content d'être là. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Roch Dubois et je m'occupe de toute la formation e-commerce sur la plateforme Wheezy Shop, qui est donc une solution e-commerce sur laquelle vous pouvez créer votre boutique en ligne très facilement. Vous allez voir pas mal d'éléments de notre solution e-commerce. Et donc, en l'occurrence, vu que je m'occupe de la formation, de cette formation-là, il était naturel que je m'occupe de toute la partie création de boutique qui fait partie, bien sûr, d'un lancement e-commerce réussi. Donc, on verra ça tout à l'heure. Eh ben, merci à tous les deux pour votre petite présentation. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur Wheezy Shop, sur Neo Camino, Paul et Roch vont vous partager des choses dans le chat. Et puis à la fin du webinaire, je vous proposerai un petit questionnaire de satisfaction pour nous donner votre avis. Mais aussi, ce petit questionnaire vous permettra de télécharger le support de présentation que vous allez voir aujourd'hui et surtout de demander à être recontacté soit par Neo Camino pour Paul, soit vous verrez par l'intervenant du jour. Donc ce sera Roch si jamais vous souhaitez poursuivre la discussion pour avoir plus d'infos sur Wheezy Shop ou sur la présentation du jour. Du coup, pour commencer, je vais vous faire une toute petite présentation des Folies Web pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, les Folies Web, nous organisons des événements gratuits pour aider les petites entreprises à réussir sur Internet. On organise 100% d'événements gratuits, que ce soit des ateliers en présentiel un petit peu partout en France, mais aussi des sessions en ligne comme aujourd'hui. Et beaucoup de personnes nous demandent comment on peut organiser ces événements gratuitement. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a deux partenaires organisateurs. Donc, je vais vous présenter le premier partenaire qui est l'AFNIC. Donc, notre premier partenaire, l'AFNIC, vous en avez peut-être déjà entendu parler. L'AFNIC, c'est un... Si tu peux passer la slide d'après, Roch, s'il te plaît. Merci beaucoup. L'AFNIC, c'est une association qui gère l'ensemble des noms de domaine en .fr, donc tous les noms de sites en .fr, notamment par exemple notre site, nous, c'est lesfoliesweb.fr, c'est géré par l'AFNIC. Et l'AFNIC soutient les Folies Web grâce à son programme qui s'appelle Réussir en .fr. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vais vous partager dans le chat la page vers le lien vers notre ressourcerie Folies Web. Vous pourrez en savoir un petit peu plus. Et puis notre deuxième partenaire qui est Neo Camino. Neo Camino qui est au service des petites entreprises pour les aider à réussir durablement grâce au numérique via les 3 volets d'accompagnement que vous voyez ici à l'écran. Un accompagnement stratégique, la fourniture d'un logiciel de marketing pour tous les clients et puis une agence web qui est dédiée vraiment à la prestation de création de sites, de référencement naturel, de publicité si vous souhaitez déléguer ces prestations-là. Donc je vous partage, comme je vous l'avais dit, la petite ressourcerie dans le chat si vous souhaitez en savoir plus sur nos partenaires et surtout les offres qu'ils vous proposent. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous avez un onglet questions qui est vraiment dédié à ça sur la droite de votre écran. Remplissez donc le petit questionnaire en fin de session dont je vous ai parlé et vous aurez accès au replay de l'événement dès la fin de celui-ci sur le même lien qu'actuellement. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation. J'ai essayé de faire synthétique. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions à Roch et Paul. On les prendra dès la fin du webinaire. Et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Paul et Roch, c'est à vous. Merci pour cette belle introduction. Du coup, on se permet d'insister un petit peu, mais surtout centralisez bien vos questions dans l'onglet questions, histoire qu'on puisse les traiter justement en fin de webinaire. Il risque d'y avoir beaucoup de messages dans le chat. Du coup, respectez en tout cas cette bonne pratique, histoire qu'on puisse s'en sortir.
Du coup, pour commencer, ce qu'on vous propose, c'est déjà d'avoir une première réflexion stratégique, justement. Tout ce qui est en lien avec la création de votre site, c'est une première grande étape, hein, finalement, dans le développement de votre activité. La première réflexion qu'on vous engage à faire, c'est déjà de vous poser, en fait, autour d'une feuille. Et Roch, je t'invite à passer la Mhm. slide, s'il te plaît. Et justement, à prendre un stylo, une feuille, et à vous poser la question, finalement, de pourquoi vous êtes en train de faire tout ça. Ici, on vous l'explique, hein, définissez le pourquoi avant le comment. Le site e-commerce, c'est un moyen de répondre à un objectif business que vous vous êtes fixé, mais il est essentiel déjà de savoir finalement pourquoi vous priorisez ce levier au détriment des autres. La première question que vous allez vous poser ici, c'est qui voulez-vous atteindre sur Internet? Quelles sont les cibles clientèles que vous souhaitez adresser? Comment elles se comportent? Qui sont-elles? Etc., etc. Le deuxième niveau de réflexion, c'est de vous regarder dans le miroir et de vous poser la question de quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre en termes de volume de vente, en termes de niveau de chiffre d'affaires, de fidélisation? On peut parler d'image de marque, on peut parler d'enjeux de recrutement. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être traités par le digital. Donc l'objectif pour vous, c'est déjà de savoir précisément ce que vous allez en attendre. Une fois que vous aurez répondu à cette question, finalement, le point suivant, ça va être de vous poser la question à vous-même. Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir au service de l'objectif sur lequel vous travaillez? Plusieurs types de ressources ici à votre disposition. On peut se parler de la ressource financière, de la ressource temporelle. Est-ce que vous êtes à plein temps? Est-ce que vous êtes à mi-temps sur cette activité? Est-ce que c'est votre activité principale? Les compétences que vous possédez ou que vous ne possédez pas. Est-ce que vous avez déjà créé un site, déjà rédigé des contenus, déjà mis en place des campagnes de prospection ou quoi que ce soit? En tout cas, ce sur quoi vous vous sentez à l'aise et moins à l'aise. Et puis le dernier niveau de ressources qu'on sous-estime un peu parfois, c'est l'appétence. Ce sur quoi vous prenez du plaisir, ce sur quoi vous prenez moins de plaisir. Pourquoi? Parce que finalement, y aller, j'allais dire, la fleur au fusil, en tout cas en y prenant moins de plaisir, mécaniquement, vous aurez un peu plus de mal à reproduire l'effort le lendemain, surtout si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors que si vous faites la démarche inverse et que vous vous concentrez sur ce sur quoi vous prenez déjà du plaisir, ce sera un peu plus facile d'y retourner le lendemain. Donc l'élaboration d'une stratégie est toujours un passage obligatoire pour réussir sur le web. Roch, est-ce que tu peux slide C'est suivante, bon, s'il te plaît? normalement. Superbe. Vous le voyez ici, on vous a décortiqué, montré un petit peu toutes les manières justement d'intégrer cette réflexion stratégique, ce plan d'action, et de bien comprendre à quel niveau vont intervenir les différents axes. On va se parler de tout ce qui va permettre d'attirer justement du monde autour de vous, le référencement, la pub, l'affiliation, les relations presse, tout ce qui est en lien avec la fidélisation, l'email marketing, la newsletter ou l'animation des réseaux sociaux, par exemple, toute la conversion, donc ce qui va permettre à votre site de convertir des visiteurs en contacts, puis ensuite des contacts en clients, votre site internet, des plateformes tierces, etc., etc. Et au milieu de tout ça, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous allez retrouver finalement qui vont créer du lien au milieu de cet écosystème, comme les réseaux sociaux ou le blog. L'objectif de toutes ces démarches est bien évidemment de vous permettre de générer du chiffre d'affaires. Je vous ai mis ici quelques petits exemples de plans d'action, histoire que vous puissiez vous projeter. Alors, tout est bien évidemment centré autour de l'objectif d'avoir un site e-commerce qui est rentable. En fonction de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous allez proposer, on va pouvoir décliner un certain nombre d'actions. Dans la première stratégie, ici, ce qui est déjà intéressant de comprendre, c'est le taux de conversion associé à votre site. La performance commerciale, la capacité commerciale de votre site à convertir des visiteurs en clients. Puis ensuite, on va se parler de comment on va faire venir du trafic sur ce site Internet. Donc ici, on se parle par exemple des réseaux sociaux, que ce soit sous un modèle naturel, donc de construire et d'animer une communauté, ou alors de booster votre trafic et donc vos ventes avec de l'acquisition publicitaire, et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Le point suivant, c'est finalement d'alimenter tout ça avec de l'emailing. Ça aussi, on va en reparler, histoire de faire vivre justement cette base de contact et d'en tirer un maximum de revenus. Sur le deuxième plan d'action que je vous présente ici, on est sur une activité qui présente moins d'enjeux de réseaux sociaux. Et vous le voyez, finalement, ici, on peut travailler par exemple le référencement naturel avec la visibilité sur le long terme. Roch va avoir la possibilité de rentrer dans le détail dans quelques secondes, ou encore le développement de partenariats, prescripteurs, revendeurs, distributeurs. Et j'aurai également l'occasion dans quelques minutes de vous en dire plus là-dessus. Voilà sur cette première réflexion initiale sur la partie plan d'action. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Alors, résultat, je prends le relais sur la deuxième partie. Une fois que vous avez fait tout ce travail préliminaire, on va rentrer dans une réelle réflexion sur comment est-ce qu'on va créer une boutique en ligne.
Donc, encore une fois, on va suivre 5 étapes qui vont être la stratégie e-commerce, la structure du site, l'image de marque que vous souhaitez avoir, la réalisation des fiches produits qui vont être en fait le cœur de votre stratégie e-commerce. Hein. Ne pas oublier qu'un site e-commerce, c'est la seule différence qui fait en fait la différence entre un site e-commerce et un site vitrine, par exemple, c'est que tout est tourné autour de la fiche produit. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour en créer une? Et enfin, les différentes étapes que vous devez suivre pour finaliser et ouvrir votre boutique juste avant le lancement. Donc, une fois, je repasse un petit peu sur certains éléments qu'a dit Paul pour aller peut-être un petit peu plus loin, mais parce que là, je vais vraiment me spécifier uniquement sur le site Internet. Tandis que Paul a eu une approche un peu plus générique sur vos objectifs business et votre cible business en général. Là, on va se poser la question de ce que font les gens sur Internet. La première chose à faire, c'est d'aller définir votre cible avec les éléments qui sont là. Toute la présentation que je vais vous faire est normalement une présentation qui est beaucoup plus longue, donc qui prend beaucoup plus de 45 minutes pour bien vous expliquer. Là, l'idée, c'est de vous donner absolument toutes les étapes en passant rapidement dessus. Je ne vais pas forcément aller dans tous les points détaillés, mais sachant que vous allez recevoir bien évidemment un replay pour reconsulter les différents éléments et en plus la présentation pour aller dans les différentes slides de cette présentation, eh bien, l'idée, c'est que vous puissiez combiner les deux plus tard au moment où vous allez passer à l'action. Donc, je vais passer un petit peu rapidement. S'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, posez-nous la question, bien évidemment. Mais n'ayez pas peur parce que vous pourrez bien évidemment revoir le replay. Donc, définir votre cible, bien entendu, des éléments démographiques, géographiques et surtout de comportement, c'est ceux-là sur lesquels on va insister lorsqu'on crée un site Internet. Quelles sont les recherches Google que fait votre cible, qu'exécute votre cible? Quels mots-clés ils recherchent? Quels sont les sites web sur lesquels ils vont? Et quels influenceurs est-ce qu'ils suivent? Pour ça, c'est tout simple. Vous tapez les mots-clés de vos produits dans Google, sur les médias sociaux avec des hashtags et tout ça, et ça va vous permettre de trouver plein d'éléments, plein de médias, plein de ressources sur lesquelles se trouve votre cible. Et derrière, déployer une stratégie pour aller les atteindre. La seconde étape, ça va être de vous inspirer de vos concurrents. L'idée, c'est de ne pas réinventer la roue quand on se lance en e-commerce. Ça ne sert à rien alors qu'on n'a pas ou peu de connaissances, de lancer un site en partant de zéro sans avoir aucune idée du marché. L'idée, c'est d'aller voir les concurrents, voir ce qu'ils font, de s'inspirer de ce qu'ils font de bien et de retirer les éléments qu'ils font mal. Donc, en fait, sur un document, vous avez juste très simplement à aller taper vos mots-clés dans Google et sur les médias sociaux. Allez trouver vos concurrents, les mots-clés de vos produits. Allez trouver vos concurrents et derrière, vous allez noter les catégories de produits qu'il vend, s'il a un blog ou des réseaux sociaux, et enfin, ses points forts sur lesquels vous allez vous inspirer et ses points faibles que vous allez éviter. Ce document-là va être en fait une ressource qui va être intéressante pour conserver des bonnes pratiques et éviter de mettre en place des points faibles. Une fois que vous avez votre cible et vos concurrents, eh bien, vous n'avez plus qu'à choisir l'arme que vous allez utiliser pour mettre en place votre boutique en ligne. En fait, tout simplement choisir une solution e-commerce. On distingue dans le milieu du e-commerce deux types de solutions e-commerce. Les solutions open source, c'est-à-dire des CMS que vous allez installer sur un serveur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont entre guillemets libres d'accès et en général gratuits. Vous allez avoir WooCommerce, PrestaShop, Magento. C'est intéressant parce que ça offre beaucoup de liberté, mais il faut avoir des compétences techniques pour le mettre en place. Donc, typiquement, savoir faire du code, on va souvent avoir la possibilité de payer des modules supplémentaires et tout ça pour les installer sur son site. C'est en général un peu plus compliqué. C'est pour ça que les solutions SaaS sont arrivées sur le marché. Ça, c'est Software as a Service. C'est qu'en fait, vous allez payer un service sur lequel vous avez juste à vous connecter pour administrer votre boutique et gérer votre boutique. Je vous en présente deux qui sont Shopify et WheezyShop. La grande différence entre les deux, c'est que Shopify a une vision un petit peu open source du SaaS, c'est-à-dire que vous allez acheter des applications. Donc, la boutique de base que vous avez ne va pas être suffisamment performante. Par contre, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir acheter plein d'applications au-dessus pour composer votre boutique.
Mais effectivement, si vous achetez des applications en plus, eh bien, l'abonnement de base, eh bien, il n'est pas suffisant. Nous, chez WheezyShop, ce qu'on a décidé de faire, c'est un service tout inclus avec des fonctionnalités, avec donc plus de 400 fonctionnalités, avec une formation e-commerce qui est incluse et une boutique de base ultra solide. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à la fois la simplicité de créer une boutique facilement avec un outil SaaS et à la fois la puissance d'un gros site e-commerce avec des fonctionnalités professionnelles. Dans cette présentation, les exemples que je vais vous montrer vont être bien évidemment sur WheezyShop. Et je vous ai mis un lien ici que vous ne pouvez pas cliquer pour le moment, mais une fois que vous aurez accès, que vous aurez reçu la présentation, vous allez pouvoir cliquer dessus pour créer votre boutique sur WheezyShop et suivre les quelques toutes petites étapes à suivre pour créer votre boutique. Donc bien évidemment, vous avez 15 jours de test gratuit. Une fois que vous avez choisi votre solution e-commerce, on va attaquer la structure du site. C'est une partie qu'on développe très rapidement parce que sur WheezyShop, elle est nativement préconfigurée, en fait, cette structure. C'est-à-dire que c'est toujours un spectre un petit peu comme celui-là, un squelette qui va être un peu comme celui-là. Une page d'accueil sur laquelle on va avoir plusieurs pages, donc notamment dans le menu, qui vont permettre de pousser vos catégories de produits, un blog, et dans le footer tout en bas du site qui apparaît sur toutes les pages, vous allez avoir souvent une page qui sommes-nous, des mentions légales et des CGV. Je vous explique cette structure, mais elle est déjà préconfigurée, donc c'est un petit peu plus simple. À l'intérieur de chacune de vos catégories, vous allez avoir chacun de vos produits. L'arborescence d'un site e-commerce est relativement simple. Je vous ai mis entre guillemets les mots-clés sur lesquels on va vouloir se positionner en référencement. La page d'accueil a toujours en rôle, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard pour aller un peu plus dans le détail, mais voilà, la page d'accueil a peu d'enjeux au niveau du référencement, mis à part se positionner sur le nom de boutique, ce qui est assez facile en général. On met quelques semaines ou un petit mois pour se positionner sur le nom de boutique s'il n'est pas trop compliqué. Donc ça va être l'objectif de la page d'accueil, se positionner sur le nom de votre boutique. La catégorie 1 va se positionner sur le mot-clé de votre produit. Par exemple, t-shirt en coton streetwear. Ça va être le type de produit que vous allez vendre. Ben, ça va être le mot-clé sur lequel vous souhaitez que votre page catégorie se positionne. Et chacun de vos produits va se positionner sur le nom du produit et le type de produit pour aller pousser la page catégorie du dessus. Je ne rentre pas plus dans le détail, on fera un point sur le référencement un petit peu plus tard. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va ensuite aller pouvoir définir une image de marque pour un e-commerce. Et la première étape, c'est d'aller choisir un nom de domaine. Dans WheezyShop, donc, pour que vous sachiez, le nom de domaine, c'est l'URL, c'est l'adresse sur laquelle les gens vont se rendre pour aller sur votre site. J'aime bien donner la comparaison d'une maison. Hein. Si votre site internet, c'est votre maison, l'URL et le nom de domaine, ça va être votre adresse. Donc, 8 avenue Malo-Sénat à Nice. Le nom de domaine, c'est en fait l'adresse sur laquelle que vont taper les gens pour retomber sur votre site. À noter, en général, on va avoir un nom de domaine le plus simple possible. L'idée, c'est d'aller au plus simple. Donc, on va mettre le nom de marque. Par exemple, mamarque.fr. Il vaut mieux le mettre tout attaché si c'est lisible. Si ça ne l'est pas, eh bien, on va avoir tendance à rajouter des tirets. Parfois, certaines marques ont, par exemple, 3 ou 4 mots dans leur nom de marque. À ce moment-là, on va plus privilégier des tirets pour privilégier la lisibilité. Les mots-clés à rajouter dans le nom de domaine, nous, on a tendance à les déconseiller parce qu'ils ne sont pas forcément indispensables. Comme je vous ai dit, le but, c'est d'aller au plus simple possible. Donc, mamarque.fr. Mais, néanmoins, si vous le souhaitez, si vous souhaitez rajouter, par exemple, le nom de votre ville, donc ma marque Paris, ou alors le type de produit mamarquestreetwear.fr, vous pouvez. Et enfin, dernière chose à noter sur le nom de domaine, .fr si on vend en France, .com si on vend à l'international. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à prendre un .com si vous souhaitez vendre en France parce que ça fait stylé. Il n'y a pas besoin. Nous, on vous conseille vraiment de prendre un nom en .fr pour que ce soit plus simple de vous positionner.
Ensuite, il va falloir aller créer un logo. Et pour ça, on vous a donné un petit outil. Encore une fois, vous pourrez aller cliquer sur le lien qui est juste là, une fois que vous aurez reçu la présentation, pour aller créer un logo si vous n'en avez pas. Parfois, peut-être que certains d'entre vous ont déjà une stratégie e-commerce ou une boutique e-commerce, et à ce moment-là, vous en avez. Mais c'est un outil vraiment génial qui permet d'avoir un logo très pro et très propre avec le nom de votre marque à l'intérieur. Donc, c'est une intelligence artificielle qui, en 4 étapes, va vous générer des dizaines, des centaines de logos qui vont vous aider qui vont vous permettre de choisir le bon logo que vous souhaitez avoir. Ensuite, la dernière étape, ça va être d'aller créer votre page d'accueil. Et pour ça, je vous ai donné une structure de page d'accueil parce que souvent, les commerçants nous demandent quel bloc il faut insérer sur la page d'accueil. Donc, moi, en général, j'ai tendance à pousser cette structure-là dans une page d'accueil parce que c'est une structure e-commerce qui fonctionne très bien. L'idée, ça va être, dans un premier temps, d'avoir un bandeau avec une image, mais qui soit clair et précis. Quelque chose que vous devez vous noter, c'est qu'en un coup d'œil, au moment où vous cliquez sur votre site, la personne doit comprendre ce que vous vendez et que vous le vendez. Très souvent, des commerçants vont mettre des citations ou des choses très inspirantes, ce qui font que du premier coup d'œil, on ne sait pas exactement si on est sur un site e-commerce, c'est ce que la personne vend, et c'est dommage parce que on n'est pas là pour faire du blabla, on est là pour vendre. Il faut que la personne comprenne qu'elle va acheter des produits sur ce site et quel type de produit elle va acheter. Donc, un bandeau d'images clair et précis. Ensuite, vous pouvez mettre une sélection de produits de votre boutique, des petites images avec vos catégories produits. Et là, vous allez pouvoir mettre un petit peu plus d'inspiration ou alors un petit détail sur l'équipe qui est derrière la boutique. Donc, par exemple, moi, j'ai mis vision de la boutique. Vous allez voir dans l'exemple que je vais vous montrer juste après. Et enfin, les avis clients, ça, c'est vraiment bien de le faire remonter parce que ça permet de rajouter de la preuve sociale. La technologie qu'on utilise, là, je vais vous partager un petit peu comment ça se passe dans le back-office de WheezyShop, c'est ce qu'on appelle les WheezyBlocks. Je ne vais pas rentrer dans le détail et vous montrer tous les WheezyBlocks, ne vous en faites pas, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Ici, vous avez différents blocs qui vont vous permettre de générer votre page d'accueil. Donc, par exemple, si on va sur voir mon site, eh bien, ici, cette page d'accueil a été configurée à partir de ces blocs. Et ces blocs, en fait, ils sont très, très simples à configurer. Par exemple, si vous souhaitez mettre une sélection de produits, vous cliquez ici, vous choisissez l'affichage que vous voulez, hop, et elle va s'ajouter en dessous, tout en bas. Et là, vous allez pouvoir donc personnaliser le bloc ou alors choisir les différents éléments que vous souhaitez ajouter. Donc, si vous souhaitez ajouter tel ou tel produit ou alors une sélection de produits, eh bien, vous pouvez. Je vous ai fait cet exemple avec une sélection de produits, hein, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Plusieurs images. Vous avez plein de blocs préconfigurés qui vous permettent d'avoir énormément de liberté sur le design de votre page d'accueil pour avoir une boutique très professionnelle et qui va directement pousser à vendre. Hop. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va passer au cœur de votre boutique en ligne qui va être la création d'une fiche produit. Je vous ai donné cette fois-ci, encore une fois, les différents éléments importants qui composent une bonne fiche produit. Ça va être un titre accrocheur avec vos mots-clés, un peu comme dans la structure de site que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, il va falloir privilégier bien évidemment des photos professionnelles. Les photos de votre fournisseur si il vous en fournit, ou alors allez prendre vos photos vous-même. Ça va être super, super important. Vous pouvez les faire sur fond blanc à l'intérieur de votre maison ou tout ça. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire des photos avec un photographe professionnel pour vendre sur une boutique e-commerce. Si vous faites des photos proprement chez vous, eh bien, ça peut très bien rendre. Une description informationnelle et argumentée. L'idée, ça va être d'ajouter des éléments textuels pour le référencement, mais aussi de donner toutes les informations
qui sont importantes pour que votre client achète. Et enfin, des caractéristiques produits qui soient claires. Quelques étapes pour créer une fiche produit performant, les indispensables que je viens de vous citer, et des arguments pour vendre. On s'est rendu compte chez WheezyShop que parfois, les e-commerçants ne savaient pas en fait qu'est-ce qu'ils pouvaient intégrer dans leur fiche produit pour vendre mieux. Et donc, je vous ai listé ici quelques petits arguments qui vont vous permettre de souligner la qualité de vos produits. Comment il est fabriqué? Rédigez un tout petit paragraphe pour expliquer comment sont fabriqués vos produits, où est-ce qu'ils sont fabriqués, si vous les faites vous-même et avec quelle technique. Problème, solution. Quels sont les problèmes auxquels répond votre produit et dans quelle situation se trouvent vos clients sans votre produit? C'est ça le problème. Et derrière, quelle solution apportent vos produits? À quoi sert cet argument? Tout simplement à faire que votre client, en arrivant sur votre produit, se dise « Mais oui, c'est exactement ça mon problème. » Et la solution, mais oui, c'est cette solution que je veux avoir grâce à ce produit-là. Ne pas oublier d'intégrer des avis produits. Une fois que vous avez commencé à faire vos premières ventes, ce qu'il faut savoir, c'est que dans WheezyShop, les mails pour aller récolter des avis produits sont déjà préconfigurés dans votre espace d'administration. Donc ça, c'est vachement bien. Intégrer des caractéristiques produits et les détailler. Donc les caractéristiques, ça va être la taille, les dimensions, les matériaux qui sont utilisés pour le produit. Et enfin, un petit dernier que j'aime beaucoup, que je trouve super important, c'est l'argument fonction-bénéfice. C'est-à-dire une caractéristique qui est donc, je vends un sac à dos de 15 litres. Vous, quand je vous dis que je vends un sac à dos de 15 litres, est-ce que c'est gros? Est-ce que je peux mettre beaucoup de choses dedans? Pas beaucoup? En fait, si vous avez que la fonction, c'est-à-dire la caractéristique sac à dos de 15 litres, ça ne va pas éveiller d'émotions en vous, ça ne va pas vous donner d'idées. Tandis que si je vous dis qu'avec un sac à dos 15 litres, vous pouvez mettre suffisamment d'affaires pour partir un week-end, 2 ou 3 jours, sans avoir de problème, mais à la fois d'avoir un sac à dos très léger et qui ne prend pas beaucoup de place, c'est ça qu'on va appeler le bénéfice. Le sac à dos de 15 litres permet de mettre suffisamment d'affaires pour 2 jours de voyage, tout en ayant un sac à dos qui soit assez compact, assez petit. Voilà, fonction, bénéfice. Et enfin, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de WheezyShop qui est intégrée pour créer vos fiches produits. Je vous fais une petite démonstration très rapide pour aller un peu vite là-dessus. L'idée, c'est de ne pas aller trop dans le détail. On s'est rendu compte que beaucoup de commerçants WheezyShop avaient du mal à rédiger leurs fiches produits, que c'était une partie qui était vraiment chronophage pour un commerçant. Donc, on a créé une intelligence artificielle qui vous aide à rédiger des fiches produits. Mais cette intelligence artificielle, il faut la nourrir. Donc, on va vous demander quelques petites informations pour orienter l'intelligence artificielle. Le titre du produit, je vous ai préparé quelques petits éléments que vous avez juste à copier-coller. Ensuite, à quel problème il répond? Eh bien là, j'ai une montre connectée GPS. Donc, les problèmes résolus par votre produit. Les problèmes pour moi, c'est ne pas connaître l'allure, la distance et la fréquence cardiaque de vos sorties running, manquer de batterie lors des sorties longues ou ne pas suivre de programme d'entraînement sur votre montre. Et les bénéfices du produit. L'idée, ça va être de pouvoir aller courir 36 heures d'affilée avec un mode GPS, grâce à une autonomie longue durée, un cadran incassable avec une vitre saphir, et enfin des caractéristiques produits qui sont là, donc les dimensions, la taille, les matériaux et tout ça. Je vais très rapidement là-dessus. Vous avez toutes les informations dans la formation e-commerce de WheezyShop. Donc, ne vous en faites pas. Même si vous souhaitez revoir cette vidéo après le webinaire, ce sera bien entendu possible. Une fois que vous avez ces éléments, vous allez cliquer sur « Générer 2 versions de la fiche produit » et l'intelligence artificielle va travailler pour vous rédiger des versions de votre fiche produit. Donc, bien évidemment, ça se fait pas de façon... Enfin, c'est de façon automatique, mais il faut du temps pour générer les textes. Donc, on va juste patienter un petit peu. Et vous voyez quand même, c'est relativement rapide. Et vous avez
2 versions de votre fiche produit qui vont être donc une de 100 mots et une de 280 mots avec des éléments qui vont permettre de projeter votre client dans la création de votre fiche produit. Derrière, vous avez les étapes ici. Vous allez pouvoir générer une description courte et des éléments pour votre SEO que vous allez pouvoir reprendre sur votre fiche produit. Bon, j'espère que je suis dans les temps. Paul, n'hésite pas à me dire si je ne vais pas assez vite ou si je vais trop vite. Jusqu'ici, ça va. Me dire parce qu'en plus, moi, je vous projette les slides, alors je ne peux pas voir s'il y a des questions. N'hésite pas à me couper. Avec plaisir. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on vous donne vraiment toutes les ressources entre les intelligences artificielles, les WYSIBLOCK et tout ça pour créer facilement une boutique en ligne. Bien évidemment, ça n'enlève pas le travail qu'il y a à faire pour aller construire une page d'accueil, rédiger des fiches produits, aller chercher les éléments qui vont vous permettre de convaincre votre client. Mais laissez-moi vous dire que ça fait gagner énormément de temps quand on a les bons outils pour se lancer. Et enfin, les dernières étapes, ça va être la finalisation et l'ouverture de la boutique. Donc, la configuration des moyens de paiement, je vous donne encore une fois l'exemple de WheezyShop, mais dans quelle que soit la solution e-commerce que vous choisirez, vous aurez beaucoup de moyens de paiement disponibles. Ici, vous voyez toute la liste qui vous défile devant vous de tous les moyens de paiement qu'on intègre. Nous, ce qu'on conseille à l'ouverture d'une boutique, c'est d'avoir un moyen de paiement par carte bleue, une banque, Stripe ou alors n'importe quel autre moyen de paiement par carte et un moyen de paiement en wallet, donc par exemple Amazon Pay qui vous permet de payer avec votre compte Amazon ou alors PayPal qui est très répandu aussi sur les sites e-commerce. Donc un mode de paiement par carte bleue, un mode de paiement par wallet, c'est-à-dire un portefeuille en ligne. Et donc, encore une fois, quand vous allez dans l'espace d'administration, vous avez les étapes qui vous guident pour configurer chacun des moyens de paiement. C'est très simple à faire. Ensuite, vous allez pouvoir configurer des modes de livraison. Et oui, vous voyez que sur vos slides, il y a des petits cliquets ici. Je vous ai mis à chaque fois les liens qui vous permettent de vous renvoyer à partir de cette présentation dans l'espace dédié dans WheezyShop, donc pour que ce soit un peu plus pratique. À gauche, vous avez tous les moyens de livraison qui sont disponibles dans le back-office et dans l'espace d'administration qui vous permettent de les configurer automatiquement. Et ensuite, vous allez pouvoir aller plus dans le détail de la configuration de ces modes de livraison en créant, en fait, par exemple, des tranches. Donc, en vous disant, je veux avoir une livraison standard qui va être toujours gratuite. Donc, qui va ici être gratuite à partir de 0 €, et une livraison premium qui va être pour le coup toujours payante, donc par exemple à 14,42 €. Il y a 2 modes de livraison qui sont très mis en place en e-commerce. C'est soit livraison payante à partir d'un certain montant et au-dessus livraison gratuite. Donc par exemple, livraison payante en dessous de 50 € d'achat. En dessous de 50 € d'achat et livraison gratuite au-dessus. Ça, c'est très utilisé en e-commerce. Je vous laisse vous rappeler de la dernière fois que vous avez acheté quelque chose sur Internet. Il est très possible que ça soit ça. Ou alors le mode que je vous présente ici, c'est-à-dire une livraison gratuite peu chère pour le commerçant et donc qui va être offerte et qui est souvent un petit peu plus longue. Ou alors une livraison premium ultra rapide qui va pour le coup être payante. Ensuite, la dernière étape, ça va être d'aller configurer vos pages légales. Les pages légales, ce sont les mentions légales, les CGV, qui sont indispensables et surtout obligatoires en e-commerce. Et oui, il faut bien évidemment avoir un statut. Un statut auto-entrepreneur suffit pour se lancer dans le e-commerce, donc c'est très simple à faire. Mais il faut quand même mettre des mentions légales et des CGV sur votre page. Vous retrouvez le système de WheezyBlock qui vous permet de configurer ces mentions légales et CGV d'ailleurs. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est aussi d'ajouter des politiques de retour. Souvent, les gens veulent savoir s'ils peuvent retourner gratuitement les produits ou pas. Une page qui sommes-nous, ça aussi, autre élément très important, c'est qu'on remarque chez WheezyShop que de plus en plus de consommateurs sont intéressés par la société qui est derrière. Donc, on a de plus en plus de clics sur les mentions légales et sur les CGV, et on a de plus en plus de clics sur les pages qui sommes-nous. Parce que les gens veulent savoir qui est derrière le site pour savoir s'ils peuvent avoir confiance.
Et enfin, une page FAQ, c'est une foire aux questions sur lesquelles vous allez pouvoir donner vos délais de livraison, là où sont produits vos produits, comment ça fonctionne et tout ça. Et enfin, juste avant d'ouvrir votre boutique, ce que je vous conseille, c'est d'aller tester votre tunnel de commande. Donc, en fait, c'est tout simple, mais souvent, c'est un réflexe que les gens n'ont pas. C'est d'aller sur une fiche produit, comme vous pouvez le voir ici, d'aller l'ajouter au panier, de voir si le lien qui mène au panier fonctionne bien, si les codes promo fonctionnent, si la validation du panier fonctionne, comment ça se passe lorsque vous créez votre compte sur la boutique. Donc voilà, tous ces petits éléments que vous allez pouvoir faire, donc le remplissage de l'adresse et tout ça, les modes de livraison, les modes de paiement, et tout ça, de bien aller faire tout votre tunnel de commande pour savoir si tout fonctionne, et enfin, les différents modes de paiement. Parce que oui, on a eu donc la clé pour un lancement réussi, on a eu des clients qui se sont lancés, qui ont lancé des publicités le jour de leur lancement et qui se sont rendus compte que, par exemple, leur mode de paiement était en test. Donc, en fait, qui n'était pas visible pour les clients. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire le tunnel de commande en entier juste avant d'ouvrir. Et voilà. Donc, pour finaliser tout ça, on va donc se rendre compte que, en suivant pas à pas toutes ces étapes, comme je vous ai décrites, on a un site vraiment performant qu'on va aller lancer sur le web. Mais maintenant, le problème, c'est encore une fois, beaucoup de gens pensent qu'avoir un site internet, ça permet de faire des ventes, mais non. Si votre magasin, vous ne faites pas de publicité ou s'il n'est pas sur une rue passante, il va falloir faire la promotion de votre magasin pour avoir des gens qui viennent dedans. Sur votre site, c'est pareil. Il va falloir mettre en place des leviers de trafic pour générer du trafic sur votre boutique. Et je passe la parole à Paul pour continuer. Super, merci Rock. Du coup, ouais, pour compléter ce que Rock vient de dire, donc essentiel de bien mettre au carré justement votre site, de comprendre comment vous allez justement valoriser sa capacité commerciale à convertir des visiteurs en contacts. On a discuté aussi du levier du référencement naturel. Il faut avoir conscience que c'est un levier qui va peut-être vous demander 6 à 8 mois avant d'apporter des premiers résultats. Donc l'objectif peut être, et on en revient à cette réflexion autour du plan d'action, de savoir précisément quand est-ce que vous attendez du résultat business sur le site Internet. L'une des manières de matérialiser justement un booster, si vous voulez, un levier d'accélération rapide au lancement du site, peut être justement de mettre en place des mécaniques d'acquisition publicitaire dont on va discuter maintenant. Ce qui est essentiel avant de se lancer tête baissée dans une action publicitaire, c'est toujours de bien être garant de justement cette capacité commerciale du site à convertir. Sinon, le risque que vous prenez ici, de manière consciente ou inconsciente, c'est que finalement, vous allez faire un gros trou dans le portefeuille et regarder une partie de votre argent s'écouler. La première question qui peut être légitime de se poser ici, c'est déjà pourquoi faire de la pub ? Tout simplement parce que vous avez besoin du coup de générer des ventes. Vous venez de mettre en ligne un site internet, ça va prendre un certain temps pour l'indexation, puis ensuite pour le référencement de ce dernier. Peut-être que vous avez déjà une communauté qui va vous permettre d'apporter du monde à l'intérieur. Maintenant, l'objectif est peut-être d'aller plus vite. On en revient toujours à cette même réflexion stratégique d'ensemble, de savoir sur quel levier vous allez positionner du budget et pour quel niveau de retour attendu. L'objectif de tout ça, c'est de mécaniser justement une mécanique d'acquisition commerciale. Donc finalement, d'être en capacité de savoir, pour 1 euro dépensé sur une action publicitaire, quel est le retour sur investissement que vous allez en attendre. C'est d'autant plus important que vous êtes, en tout cas en général, et je l'espère pour vous, sur un modèle e-commerce, donc a priori en tout cas B2C, vous adressez des particuliers, ce qui veut dire que le niveau de marge que vous allez obtenir par produit peut être intéressant, mais que le niveau de volume de vente que vous allez générer peut être lui plus faible, étant donné qu'on est peut-être sur un achat unique ou un achat mensuel, trimestriel, et on en revient à votre réflexion stratégique. Mais d'où l'enjeu d'avoir justement cette vision d'ensemble de ce que vous attendez d'un canal publicitaire. Ce qui est essentiel aussi, c'est de venir dans le temps, quantifier, contrôler vos résultats pour vous assurer de ce que vous aviez prévu en amont se vérifie aussi dans la pratique. On ne va pas se rappeler dans un an pour se rendre compte que finalement, on a perdu de l'argent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois avec de l'acquisition publicitaire. Ce serait quand même dommage.
On peut aussi se parler d'un objectif de visibilité. Bien évidemment, on veut faire des ventes. Simplement, aujourd'hui, vous êtes aussi dans un lancement de site e-commerce. Il y a donc un enjeu pour vous que de montrer patte blanche à vos futurs clients, utilisateurs, visiteurs, prospects. Donc, il peut aussi y avoir un enjeu pour vous que de générer du trafic tout en sachant finalement que vous n'allez peut-être pas être rentable dans un temps 1, et c'est raisonnable comme ça, mais simplement pour donner un effet booster au lancement de votre activité et donc de votre site. Être visible également de vos concurrents, ça peut être un enjeu pour vous que justement de vous différencier de vos concurrents en faisant valoir justement cette mécanique d'acquisition publicitaire. Et enfin, dernier point, on en a parlé, mais ça vaut le coup de le repréciser ici, toujours bien affiner vos campagnes et les activer quand c'est nécessaire. Il y a peut-être une saisonnalité dans votre activité, ça vaut le coup de la maîtriser. Et enfin aussi d'obtenir un ciblage qui est parfait en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de plus, vous avez juste à appuyer sur le bouton publicitaire. Si vous êtes déjà full niveau activité, bah, pas besoin de rajouter de l'huile sur le feu. Et en tout cas, maîtriser justement toute cette acquisition là-dessus. Je veux bien la prochaine slide, s'il te plaît, Rock. Sur quelle plateforme? Je pense que vous l'avez en tête, mais ça vaut le coup de le repréciser. Il existe plein de manières de faire de la publicité sur Internet. On peut se parler des différentes régies qui existent, hein. Facebook, qui est la même régie publicitaire qu'Instagram, Google, LinkedIn, Pinterest, TikTok, etc., etc. Comment vous allez choisir? Bah déjà, la première réflexion que je vous invite à faire, et vous l'avez vu, ça fait du lien aussi avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, en fonction de votre cible clientèle. Donc, est-ce que c'est plutôt du B2B, du B2C, sur quel secteur, pour quelle taille d'entreprise et quelles personnes ciblées au sein de ces structures, par exemple? Si on est sur du B2C, peut-être que les leviers d'acquisition publicitaire les plus pertinents seraient par exemple Google, Facebook ou Instagram. Si on est sur du B2B, sans surprise, on sera peut-être plutôt sur Google ou sur LinkedIn. Il y a des contre-exemples à tout ça. Tout l'enjeu d'avoir toujours cette réflexion stratégique d'ensemble avant de vous lancer tête baissée dans la construction d'un site, avant de vous lancer tête baissée dans la construction d'une stratégie ou dans la mise en place d'actions publicitaires, d'avoir toujours cette vision d'ensemble de ce pourquoi vous investissez du budget là-dessus. Le deuxième point, ça dépend de votre budget. Certaines régies publicitaires sont plus chères que d'autres, notamment LinkedIn par exemple, ou par exemple Google sur certains mots-clés avec le fameux système d'enchères. Donc il est important pour vous que d'anticiper tout ça dans un premier temps en fonction du budget qui est le vôtre, en fonction du niveau de retour sur investissement que vous allez attendre de chacune de ces régies, de prioriser et d'utiliser votre budget là où finalement il a le plus de chances de vous apporter le retour que vous en attendez. Et puis le dernier point de ce choix stratégique entre plateformes, c'est aussi d'analyser ce que fait la concurrence. Est-ce que la concurrence est présente sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur LinkedIn? Si oui, si ça marche pour eux, bah, ça vaut le coup de le faire. Ou si vous avez envie de vous différencier, bah, ça vaut le coup de faire différemment. Creuser aussi dans le détail, on va y revenir dans quelques secondes et Rock, je peux te proposer de changer de slide, de découvrir justement ce qu'on va mettre à l'intérieur justement de chacune de ces campagnes de pub pour faire la différence. Dans un premier temps, déjà, on va se parler de la structure de vos campagnes publicitaires. La technique que je vous engage à utiliser ici, elle est très simple, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, vous concentrer uniquement sur une seule campagne avec un seul visuel, un seul message et un seul appel à l'action. Sinon, vous n'aurez pas de valeur témoin en fait pour vérifier si ça performe correctement ou si demain vous avez besoin de faire différemment. Ce que je vous engage du coup à faire ici, c'est finalement pour un compte publicitaire d'aller ensuite créer une à deux campagnes, en général plutôt deux campagnes, puis ensuite plusieurs groupes d'annonces par campagne, et ensuite plusieurs annonces au sein de ces groupes d'annonces. Sur le modèle de la petite arborescence que je vous ai détaillé juste en dessous, l'objectif c'est de faire quoi? C'est de vérifier dans la pratique la performance de chacune de mes annonces, ici des annonces Google Ads, donc associées à un mot-clé pour vérifier la performance de vos campagnes de publicitaires et garder ce qu'on appelle votre capacité de rebond, donc votre possibilité de faire différemment le mois suivant, donc d'optimiser votre budget et donc de maximiser votre retour sur investissement. Et je veux bien la slide suivante. Le contenu, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, mais ça vaut le coup de faire varier ce que vous allez mettre à l'intérieur de vos campagnes et de vos annonces en tant que telles. On peut tester des visuels différents, des promesses, des messages, des mots-clés, des boutons d'appel à l'action, des critères d'audience. On se parlait tout à l'heure des différentes typologies de campagnes. Il faut bien comprendre que sur Google, on est sur un système d'enchères. Donc vous allez vous positionner sur un mot-clé. Vous allez dire par exemple chaussures bleues à rayures. Et puis là, Google va vous dire, OK, pour vous positionner sur ce mot-clé, c'est 1 euro de clic.
Pour toutes les autres régies publicitaires, ça fonctionne à l'inverse. Ça veut dire qu'on va en fait se parler d'une audience. Vous allez définir votre persona marketing, les personnes auprès desquelles vous souhaitez diffuser votre publicité. Ce qui est du coup essentiel, parce que personne n'a la science infuse, hein, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal, donc on a besoin d'aller tester justement dans la pratique ce qui va vous apporter le plus de retours. Parfois, comme vous le voyez sur la publicité que vous avez sous les yeux, c'est de proposer l'achat directement. Parfois, c'est une inscription à une newsletter, parfois, c'est une inscription à un événement. Ça vaut le coup de bien mesurer tout ça et surtout de vous poser sur vos indicateurs de performance. L'indicateur clé de performance pour la pub, sans surprise, il est votre coût d'acquisition client. Ça veut dire via une action publicitaire, combien vous coûte un client, combien vous coûte une vente. Je veux bien la slide suivante. Résultat, c'est moi qui continue. Je trouve que tu as très bien introduit en fait, l'opposition entre référencement naturel et publicité. Parce qu'effectivement, la vision qu'il faut avoir, c'est une vision de temps. Et en fait, nous, typiquement, le réflexe qu'on va avoir lors d'un lancement e-commerce, ça va être de se dire, le référencement naturel est le principal levier de conversion et de vente en e-commerce. Mais il met du temps à mettre en place, à être mis en place. Donc l'idée, ça va être de lancer en même temps un canal, ce qu'on appelle gratuit et long terme, et un canal payant court terme. Donc vous pouvez très bien lancer vos premières publicités pour déclencher vos premières ventes avec la stratégie que vous a donnée Paul. Et je rebondis là sur sa stratégie, notamment sur sa stratégie Google Ads, parce que cette stratégie-là va permettre aussi d'identifier des mots-clés qui vont être pertinents pour vous. Ça, ce qui va être très important. Et en parallèle, de lancer une stratégie de référencement naturel qui va se faire petit à petit pendant longtemps. Donc, le référencement naturel et le SEO, c'est quoi? Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo et tout ça. Ça va être l'ensemble des techniques utilisées pour améliorer les positions de votre site dans les résultats des moteurs de recherche. Je vous ai donné une petite capture d'écran pour que vous puissiez visualiser la différence entre une campagne shopping, search et des résultats SEO. Quand vous tapez le nom d'un produit, et là je vous invite à, si vous voulez faire le test vous-même, à bien mettre le nom d'un produit. C'est très important parce qu'on est dans du e-commerce. Vous allez avoir en premier les résultats Google Ads Shopping. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le produit, vous tombez sur la fiche produit du site. D'accord? Ensuite, vous allez avoir les résultats Google Ads Search. En fait, ces personnes qui sont là ont payé, sous forme d'enchères, ont payé pour être le plus haut sur la page de recherche de Google. Donc ici, Gazelle Bike, quesoisgir.org et cowboy.com. Et ensuite, vous avez des résultats SEO. Les personnes qui sont là n'ont pas payé pour s'être positionnées en premier, donc Vélo électrique France, mais leur stratégie de référencement naturel de contenu sur leur site a fait que Google a dit c'est eux les plus pertinents pour le mot-clé vélo électrique femme léger. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'on aille faire pareil pour notre e-commerce. Mais comment est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup d'éléments à tenir compte pour une stratégie de référencement naturel. C'est pour ça qu'on a une formation dédiée au référencement naturel dans WheezyShop. Mais ce qu'il faut retenir à peu près, c'est que dans une page, il faut toujours vous dire que une page doit répondre à un besoin et doit cibler un mot-clé. C'est toujours pareil. Et si vous suivez ça, eh bien, vous aurez de la pertinence dans vos rédactions de pages, de façon générale. Même pour une fiche produit. Si le mot-clé que vous visez, donc par exemple t-shirt blanc en coton streetwear, vous l'avez dans toutes vos fiches produits de vos 4 t-shirts, eh bien, il faut qu'il y ait un élément différenciant. Donc, par exemple, le nom du produit pour une fiche produit. Donc, une page qui va répondre à un besoin, à un mot-clé, avec un seul message et une seule action. En e-commerce, bien évidemment, l'action, ça va être l'ajout au panier. Si vous suivez ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous de rédiger les pages de votre site web. Votre page Qui sommes-nous va viser un mot-clé, par exemple, le nom de votre boutique avec équipe. Votre page d'accueil qui va se positionner sur le nom de la boutique, d'où
les petits guillemets que je vous ai mis dans l'arborescence tout à l'heure, hein, on rebondit sur les différents éléments. Votre page catégorie, t-shirt en coton, streetwear, eh bien, va se positionner sur ce mot-clé-là. C'est ce mot-clé-là qu'on va viser. D'accord? Donc, vous voyez, cette anatomie, eh bien, vous pouvez la reprendre sur absolument toutes vos pages de votre site. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est alimenter votre site grâce à des contenus rédigés via intelligence artificielle. Et je vous redonne un petit exemple parce que je vous ai montré tout à l'heure pour la fiche produit, mais je vais vous montrer maintenant un exemple de rédaction d'articles de blog, par exemple, parce qu'en parallèle d'une stratégie de référencement naturel de vos fiches produits qui vont se positionner sur des noms de produits, vous pouvez très bien mettre en place une stratégie de blogging qui va se positionner sur des mots-clés informationnels, c'est-à-dire des questions. Donc, si je cherche un mot-clé cible, par exemple, nettoyer planche de surf. Vous voyez, là, mon mot-clé n'est plus un mot-clé commercial, comme planche de surf fiche, par exemple, ça va être nettoyer planche de surf. Donc, en cliquant sur générer 5 sujets d'articles, l'IA va me générer des titres que je peux utiliser et sur lesquels je vais me positionner. Comment nettoyer une planche de surf? Le guide ultime, par exemple. Et une fois que vous le sélectionnez, vous allez pouvoir générer des introductions d'articles. Là, je le fais pour planche de surf, mais vous pouvez le faire bien évidemment sur plein de thématiques différentes. Donc ensuite, vous allez pouvoir ici regarder, je ne vais pas tout vous lire, mais lire les différentes introductions et sélectionner celles qui vous intéressent le plus. Je vais un petit peu vite parce que je vois que l'heure tourne. Et ensuite, à partir de l'introduction, l'intelligence artificielle va vous générer des plans. Comment nettoyer une planche de surf, ce dont vous avez besoin. Voilà, ce dont vous avez besoin. Comment nettoyer une combinaison de plongée. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Voilà, différents types pour nettoyer une planche de surf. Et ensuite, vous allez, à partir de ce plan, de cette introduction et du sujet de l'article, l'intelligence artificielle va vous générer un article complet. Encore une fois, je le répète, là je vous l'ai fait pour une requête, mais peut-être que vous vous demandez comment trouver plusieurs de questions. On a toute une formation de référencement naturel, donc le temps que ça charge, je vais juste revenir là pour vous présenter ça. Une formation de plusieurs vidéos qui vous détaillent comment lancer une stratégie de référencement naturel pour du e-commerce très spécifiquement. Et vous avez un espace de formation dans WheezyShop qui est dédié. Donc, juste pour vous montrer un petit peu la conséquence, en fait, à quel point l'article qui est rédigé est conséquent et est pertinent pour répondre à la requête que vous avez fait. Et vous voyez que je l'ai fait vraiment en quelques clics. Donc, voilà. Hop. Donc, la formation pour aller plus loin en SEO. Et ensuite, je te repasse la main, Paul, pour finaliser cette petite présentation. Et en tout cas, si vous avez des questions au niveau du SEO, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat. Trop cool, merci Rock, c'était super clair. On va pouvoir aborder la prochaine partie qui est justement le développement de partenariats. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense de manière intuitive, alors que dans justement un écosystème e-commerce, ce sont des leviers d'acquisition qui peuvent vous permettre de taper très vite, très fort et surtout de manière très rentable. Sur le même modèle que le levier d'acquisition publicitaire, dans un premier temps, je pense qu'il est raisonnable de se poser la question de justement pourquoi développer des partenariats. Déjà, sachez que le premier objectif, il ressemble à ce qu'on s'est déjà dit, hein, bien évidemment, c'est de générer des ventes tout en optimisant votre coût d'acquisition client. De manière très simple, le développement de partenariat, c'est surtout quelque chose qui va vous demander un investissement humain, un investissement temporel. Des temps de prospection, vous allez rencontrer des personnes qui gravitent autour de votre écosystème métier ou qui touchent votre même communauté, avec lesquelles vous pouvez avoir de la valeur à échanger pour justement construire de la complémentarité métier et donc capitaliser sur leur communauté. Vous avez aussi la possibilité de créer des méthodes comme l'affiliation qui va vous permettre de ne payer que si ça fonctionne, que si ça vous apporte du retour. Ce qui fait mécaniquement que s'il ne se passe rien, finalement, vous n'aurez juste pas d'argent à débourser. Sur le même modèle que ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, pour un levier d'acquisition via des partenariats et via la mise en place de liens d'affiliation, vous avez aussi la possibilité de quantifier et de contrôler vos résultats au fil de l'eau. Donc de savoir si tel ou tel partenaire vont vous apporter
tant de visiteurs, qui ont donné tant de ventes et tel niveau de chiffre d'affaires, par exemple. On se parle encore une fois d'un objectif également de visibilité, de notoriété. On part souvent presque d'une feuille blanche, en tout cas, hein. Quand on lance un site, quand on lance une activité, ceux qui nous connaissent sont nos proches, nos cercles de relations, un, 2, 3, les personnes à qui on a discuté du projet. Mais finalement, on a envie d'aller plus loin. Donc, sachez que le développement de partenariat vous permet d'augmenter le trafic de votre site, d'augmenter le nombre de followers que vous avez sur vos réseaux sociaux, mais également de faire mieux que vos concurrents parce que vous êtes en train de vous différencier en gonflant, si vous voulez, votre offre et votre place prise sur le marché. Et le dernier point qui est essentiel, c'est de considérer un point qui est extrêmement important. Ce qui va faire la réussite aussi d'un site e-commerce, c'est le fait d'avoir une communauté qui est forte et qui est engagée autour de votre produit, autour de votre marque. Deux possibilités. Soit on part de zéro et du coup on prend son bâton de pèlerin et on va aller discuter avec un certain nombre de personnes pour finalement réussir à mobiliser et à créer cette communauté. Soit on se dit, est-ce que j'ai pas une manière un peu plus radin malin de le faire? Cette manière un peu plus radin malin, c'est de fonctionner à l'inverse, d'aller trouver des personnes qui adressent déjà des communautés que vous adressez et avec lesquelles vous n'êtes pas en rapport frontal, pas en concurrence directe. Donc finalement, cette personne, elle ne fait que gonfler son offre en vous intégrant à sa communication. Et ensuite, vous pouvez aussi, sur le modèle de ce que je vous explique dans la slide, proposer un échange de bons procédés. Parler un peu de vous, de votre storytelling, finalement expliquer à cette personne que si elle en est là aujourd'hui, elle a sûrement passé les étapes par lesquelles vous passez aujourd'hui. Donc finalement, c'est aussi pour son karma qu'elle fait tout ça. Elle vous envoie de la communauté. Donc finalement, ça va vous permettre de faire des ventes, de booster votre lancement, puis ensuite de la mettre en avant et ensuite de faire en sorte de matérialiser une grosse boule de neige qui va tout emporter. Le point suivant, c'est de se poser la question de quel type de partenariat on va avoir besoin. Plusieurs types, je vous en ai listé ici. Le but, c'est surtout de vous donner de la perspective sur quel type de partenariat vous pourrez attendre et surtout comment les animer. Le premier, le plus simple, c'est des partenariats revendeurs, comme des boutiques physiques ou digitaux, hein. On peut se parler d'opérations pop-up store, on peut se parler de sites de revente dédiés aux professionnels, comme Encore Store. L'objectif ici, tout simplement, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires et d'augmenter également votre notoriété. Un point très important ici. On a souvent un biais psychologique quand on est entrepreneur dans le e-commerce, notamment en B2C, c'est de se dire je ne peux pas faire ça parce que sinon j'aurai plus de marge. Mais en fait, qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas de marge aujourd'hui? C'est le fait qu'en initial, vous travaillez en général, en tout cas sur des petits volumes. Que va vous permettre le revendeur ou le distributeur? De travailler sur des gros volumes. Donc finalement, de diminuer votre marge à vous, votre marge de fabrication, votre coût de revient. Donc finalement, d'augmenter la marge, finalement, que vous appliquez ensuite aux revendeurs ou aux distributeurs. Puis finalement, sur toutes les prochaines ventes B2C, de faire encore plus de marge. Donc vous en rendez compte ici d'un biais psychologique, on a l'impression de perdre de l'argent, en tout cas de gagner moins. Finalement, ça peut être cette grosse boule de neige qu'on matérialise ici. Ensuite, on peut se parler de prescripteurs, d'influenceurs, en tout cas de personnes qui vont être les relais de votre image de marque, de votre positionnement produit ou quoi que ce soit, développer les ventes, la communauté, la visibilité. On peut se parler de l'organisation de jeux concours, par exemple, ou d'échanges de bons procédés. Moi, je peux très bien donner des conseils à un tel qui travaille, par exemple, sur l'univers de la chaussure. Moi, mon métier, c'est plutôt de développer, par exemple, un nettoyant pour chaussures. C'est une campagne Ulule qui a lieu actuellement. Donc, c'est pour ça que je l'ai en tête. Et du coup, finalement, moi, je peux intervenir auprès de la personne en disant, super, toi, tu vends des sneakers. Et moi, je vais pouvoir donner des conseils à ta communauté de comment mieux nettoyer, donc faire vivre dans la durée la sneakers. Belle complémentarité métier entre deux univers. On en revient toujours au même lien, ce fameux lien d'affiliation pour le suivi des résultats. Et le dernier point en termes de partenariat, c'est des médias spécialisés. On peut se parler d'interviews, on peut se parler d'articles invités, on peut se parler de netlinking, donc d'échange de liens entrants et sortants avec votre site Internet, ou même de communautés. Alors, je parlais de groupes Facebook ici. Sachez qu'il existe aussi des groupes, par exemple sur LinkedIn, on ne le sait que trop peu, mais en tout cas dans lesquels vous pourriez intervenir pour justement faire valoir ce qui doit l'être. Est-ce que je peux avoir la slide Hop là, suivante, s'il te excuse-moi. plaît? Il n'y a pas de souci. On en arrive à cette dernière partie, en tout cas sur la mesure du retour sur investissement et la mesure des performances de votre site Internet, parce que c'est bien beau tout ce qu'on est en train de se dire ici aujourd'hui. Tout ça, ça se fait en initial, en tout cas dans des premiers temps de démonstration, de mise en place. Ce qui va surtout faire de la valeur, c'est le fait que vous puissiez aller le mesurer, le consolider dans le temps, en vous appuyant sur de la métrique, sur de la donnée, pour savoir finalement quelle va être la performance, la croissance à venir de votre site e-commerce, par exemple ici.
Ce que je vous engage à faire, c'est de faire simple. Vous n'avez pas vocation à devenir expert Google Analytics, Matomo ou quoi que ce soit. Donc, concentrez-vous sur 3 indicateurs de performance. Restez à l'écoute des retours clients et de toutes ces personnes qui vont graviter autour de votre écosystème. Ils sont force de proposition, d'expertise, etc. C'est toujours bon à prendre. Analysez le trafic pour mieux le comprendre, mais surtout regardez vos conversions. Vous n'êtes pas là pour générer du trafic sur votre site Internet. L'objectif, c'est de faire des ventes. L'objectif, c'est de faire rentrer du chiffre d'affaires. C'est cette métrique clé de performance associée qui va vous permettre de grandir. Et je veux bien la slide. Vas-y. Donc voilà, 3 grands indicateurs ici. Je vois qu'on arrive en limite de timing, donc je vous laisserai découvrir tout ça. Mais globalement, on va se parler visiteurs, combien de visiteurs, d'où ils viennent, et sur les réseaux sociaux. Les ventes, combien de ventes j'ai généré, pour quel niveau de panier moyen, pour quel niveau de chiffre d'affaires. Est-ce que mes clients rachètent dans le temps? Est-ce qu'ils me recommandent? Finalement, aujourd'hui, si un client me coûte 2 euros, mais qui m'apporte 10 clients qui chacun me rapportent 20 euros, je suis largement rentable. Ça vaut le coup de le mesurer. Et enfin, le coût d'acquisition client, je viens d'en parler. Combien vous coûte un client concrètement? Par quel canal vous l'avez obtenu? Est-ce que vous êtes rentable ou pas rentable? Pas uniquement en termes de chiffre d'affaires, je parlais de la marge tout à l'heure. Consolidez vos métriques avec tout ça. Là, pareil, je vous donne la méthode justement de calcul. Bon, tu peux rester sur la slide suivante, Rock, il n'y a pas de souci. D'accord, désolé. Il n'y a pas de souci. Hop. Et du coup, voilà. Donc, quel est le niveau de rentabilité? Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Quel taux de marge? Est-ce que mon canal est passable à l'échelle? Est-ce que ce que j'ai été capable de faire pour 1 euro, je pourrais le faire pour 10, pour 100, pour 1000? Et pareil pour une démarche de partenariat. Si ça a marché pour l'un, est-ce que ça marchera pour 2, pour 3, pour 4? Dans quelle mesure, par exemple, mes premières ventes vont me permettre d'aller chercher 100 ventes, puis 1000 ventes, puis 10 000 ventes, etc., etc. Et enfin, capitaliser du coup sur les communautés existantes, ça j'en ai parlé tout à l'heure. C'est l'heure des questions-réponses. Alors, je crois qu'on a déjà traité pas mal de questions-réponses. Merci beaucoup d'ailleurs, Audrey, d'avoir été bien active pendant ce webinaire. Si, en tout cas, on se fait quoi là? On se les traite un petit peu dans l'ordre? Oui, on peut faire ça. Juste pour rappel, il y a eu plein de fois la question de poser. Vous aurez bien entendu accès au replay de cet Mm. événement dès que l'événement sera fini sur le même lien qu'actuellement. Et pour tous ceux qui souhaitent récupérer les slides de la présentation, vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction dès la fin de l'événement par mail, mais je vais aussi vous la partager pour ceux qui souhaitent le faire maintenant dans le chat juste après. Et en fait, si vous complétez cette petite enquête, à la fin de l'enquête, vous pouvez récupérer un lien qui vous donne accès au support de présentation. Superbe. On l'aurait bien mieux dit. Du coup, je vous laisse peut-être traiter les questions, Paul et Roch, pour celles qui n'ont pas été répondues encore. Allons-y. Yes. Et du coup, on a une première question sur Google Analytics. Est-ce un outil gratuit et que pensez-vous de Metricool? Donc, effectivement, Google Analytics, c'est un outil gratuit, donc vous pouvez l'utiliser. Je ne connais pas Metricool, enfin juste de nom, mais je ne l'ai jamais expérimenté en tant que tel. Est-ce que, Roch, tu as quelques billes sur Metricool? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Moi, enfin, tous mes sites sont sur Analytics. Personnellement, je sais que les Français vont m'en vouloir pour ça, mais je suis encore à l'ancienne. Alors, je vais peut-être classer les questions en fonction. Vous pouvez, si vous voulez, voter sur les questions qui vous semblent le plus pertinent Ok. sur la gauche de chaque question. Je vais essayer dans les classer et comme ça, Ça fait je vais vous 42, les ouais. relayer, Paul et Roch, parce qu'il y a énormément de Ouais. questions et on n'aura pas le temps de toutes les prendre. On a eu pas mal de fois la question sur Canva. Est-ce Mhm. que vous pouvez nous donner un avis sur Canva pour faire ces visuels? Alors, est-ce que je peux aller dessus, Paul? Ouais, En carrément. Bah, de toute premier façon, sur c'est toi la qui as le. question. C'est effectivement un élément sur lequel j'ai pas parlé. Alors moi, je suis un pro Canva, mais vous n'imaginez même pas. Je fais du Photoshop, donc j'ai une boutique e-commerce aussi, bien évidemment, parce que je fais pas des formations sur quelque chose que je ne connais pas. Donc j'ai une boutique e-commerce à côté de de mon activité de formation ici. Et j'ai fait des années de visuels sur Photoshop, sur Illustrator, sur InDesign, sur Premiere Pro, After Effects et tout ça. Et aujourd'hui, pour ma boutique e-commerce, je n'utilise que Canva. Parce que c'est hyper rapide, hyper compressé, hyper optimisé, c'est génial. Et à tel point que c'est génial qu'on a poussé tout fait pour l'intégrer au mieux dans WheezyShop. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré. Je ne sais pas si ça partage encore.
Si. Mais en fait, effectivement, maintenant, Canva est intégré dans WheezyShop. Donc, je montre très rapidement. Le but, c'est pas d'aller trop longtemps dessus, mais le but, c'est effectivement, vous pouvez gérer absolument tous vos visuels à l'intérieur de Canva. Donc, par exemple, si j'ajoute cette photo, hop. Petite parenthèse, on a aussi des événements au Folie Web sur l'utilisation de Canva, donc Ah n'hésitez ouais, pas à ouais. regarder dans les replays directement ou dans la programmation à venir. Il n'y en a pas encore de programmé, mais n'hésitez pas à regarder, on en fait régulièrement. Et oui, d'ailleurs, ça c'est un petit détail, mais donc voilà, mettons que ça soit la fin de mon design, vous pouvez directement aller le publier sur votre boutique, il se rajoute sur votre boutique directement. Mais oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Anne-Émilie, c'est un détail, mais n'hésitez pas à regarder du contenu sur Canva, surtout si Folie Web en a déjà fait, parce que ça va vous faire gagner un temps monstre, en fait, de connaître comment des experts utilisent Canva au quotidien. Et moi, je sais que même si j'utilise cet outil très régulièrement, eh ben, je vais souvent voir des nouvelles ressources pour Ouais, il y a des petites essayer de fonctionnalités qui se cachent un petit peu partout, donc n'hésitez pas à regarder ça. On va prendre d'autres questions. Il y avait une question qui était assez plébiscitée de Sandrine. Est-ce que l'utilisation de WheezyShop permet in fine d'être bien propriétaire de son site internet? Alors, vous êtes toujours propriétaire de votre site internet. Mais après, la question qui se pose, c'est quoi être propriétaire du site? Être propriétaire du site, c'est être propriétaire du nom de domaine et d'être propriétaire des contenus qui sont à l'intérieur. Et ça, vous le serez toujours. Aucune et n'importe quelle solution e-commerce, aucune solution e-commerce ne sera propriétaire de ça. C'est vous qui l'êtes. C'est juste que, pour vous donner un exemple, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure avec la maison, WheezyShop vous aide à construire les murs de votre maison, mais après, elle est à vous. Donc, c'est la même chose. WheezyShop vous aide à construire votre site, mais derrière, vous pouvez bien évidemment télécharger tous les contenus de votre boutique et vous en êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez avec. Super. Peut-être que la Pardon. question de Vas-y, fond Paul. ici, en tout cas souvent c'est le cas sur cette notion de propriété sur le site internet, c'est qu'est-ce qui se passe si demain on arrête d'utiliser WheezyShop ou je sais qu'il y a souvent le sujet sur Wix ou sur d'autres solutions de ce type. En tout cas, si Eh je ben, paraphrase peut-être la question ici, je pense que c'est là où on voulait en venir. Ouais. c'est la même chose. Après, bien évidemment, il faut que quelqu'un s'occupe de ce qu'on appelle la migration du site d'une solution e-commerce à une autre. Nous, on a des partenaires chez WheezyShop qui permettent de passer d'autres solutions e-commerce à WheezyShop. Après, bien évidemment, on a des commerçants qui passent de WheezyShop à d'autres solutions au cours de leur développement, mais ils le font de leur côté, hein. Ils peuvent télécharger tous les éléments de leur boutique sans problème. Derrière, après, il faut les réintégrer dans le nouveau site. C'est la seule chose qui est importante. Top. On a une question d'Aziza. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Pour vous, faut-il mettre les catégories des produits directement dans le menu principal ou à travers une liste déroulante? Ça dépend du nombre de produits en fait. Ça Voilà, dépend de la exactement. profondeur de gamme. Il y a pas de réponse toute faite, hein, de toute façon, sur la construction d'un site. L'objectif, c'est de penser à l'utilisateur. Enfin, il y a deux scopes. Penser à l'utilisateur, donc fluidifier le parcours, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas sur un catalogue La Redoute où on a besoin de feuilleter l'ensemble des pages pour finalement peut-être trouver la réponse à notre question si on a la patience de le faire, hein, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que l'internaute est de plus en plus fainéant, donc il aura tendance à cliquer sur cette belle flèche précédente et à aller chez votre concurrent. Et le deuxième sujet ici, et ça permet d'étayer tout ça, Roch en parlait tout à l'heure, c'est l'optimisation en fonction du référencement. C'est-à-dire que vous avez intérêt à créer une page qui correspond à un mot-clé, à une intention d'achat, et du coup de faire matcher l'expérience utilisateur et la performance commerciale et référencement de votre site pour aboutir à une arborescence qui vous correspond. Et après, pour aller juste un petit peu plus loin, en fait, ça se voit directement si on a beaucoup trop d'éléments. En fait, moi, ce qu'on conseille, c'est d'avoir le plus de granularité possible, c'est-à-dire une grosse catégorie, peu de grosses catégories dans le menu et des sous-catégories qui se déroulent en dessous, et derrière de les afficher, par exemple, au survol. Ça permet à la fois d'avoir peu d'éléments dans le menu et à la fois, en plus, de faciliter l'expérience utilisateur parce qu'à l'intérieur de ces grosses catégories, on peut aller absolument où on veut sur le site. Donc voilà, c'est un intermédiaire qui permet de répondre un peu à la question. Ok,
merci. On a une question de Sandrine sur l'outil Luca. Est-ce que les images sont protégées et comment vérifier que l'on ne va pas utiliser le logo déjà choisi d'une autre entreprise? Alors, j'espère déjà que vous n'avez pas le même nom qu'une autre entreprise, sinon c'est problématique. Mais ce sont des icônes, donc les icônes utilisées par Lucas sont libres de droit. Donc c'est pour ça qu'on le conseille, tout est libre de droit. Et en plus, il y a une intelligence artificielle qui s'ajoute à ça et qui, de façon générale, enfin, je n'ai jamais vu le cas de logo existant ressortir de cette intelligence-là. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut quand même dire que c'est rare, quoi. En tout cas, ça vaut bien le coup, même Ah ouais, pour le nom de votre entreprise, de regarder un petit peu ce qu'il y a déjà sur Internet de présent, en fait, exactement, avant même d'avoir déposé votre marque, etc. Enfin, renseignez-vous exactement. sur la concurrence. Il y avait une autre question que j'avais trouvée intéressante et je l'ai perdue. Tuc, tuc, tuc. Moi, Je je sais vais pas. juste rebondir sur un truc que j'ai vu passer. Je suis désolé pour les autres, si ça passe devant d'autres questions, Non, peut-être non, mais mieux, vas-y, mais pas de souci. j'avais une remarque à propos de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des gens qui ont peur parfois du duplicate content, donc c'est-à-dire que d'autres gens aient le même article et tout ça. Déjà, chaque fois qu'on appuie sur générer un article ou une fiche produit, le contenu est unique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle elle génère quelque chose qui n'existe pas sur le web. Donc ça, c'est pour répondre à cette question-là. Et ensuite, le deuxième élément, c'était est-ce que ça remplace l'intelligence humaine? Pour moi, pas du tout. Parce que en fait, l'intelligence artificielle fait des choses très bien. Ça fait gagner énormément de temps, c'est super. Mais il faut quand même passer derrière et relire les contenus et les optimiser. Par exemple, optimiser le plan, choisir les différents éléments du plan. Vous avez la possibilité de faire ça. Et voilà. Ok. Si tu as retrouvé la question, Ouais, j'ai Annie. retrouvé la question qui était intéressante. Une question de Marina qui nous dit, j'ai un site e-pro shopping. J'ai pas mal de vues, 200 par mois, mais pas de conversion achat. Comment faire? La Alors, question à 1 million, quoi. La ouais. question Euh, Juste, qu'est-ce que Marina entend par e-pro shopping? Je pense C'est que le Si nom du site? Marina, vous c'est pouvez la peut-être solution, préciser c'est la solution qu'elle doit utiliser. Je pense que ça doit être un CMS qu'on ne D'accord, connaît pas, mais je mais ne qui connais permet pas. de générer des sites e-commerce. Euh, Néanmoins, effectivement. alors avoir des vues ne veut pas dire avoir des achats. C'est pour ça que nous, on vous pousse tout au long de la présentation à aller chercher justement ces conversions achats. Selon moi, il y a deux questions à se poser. La première, c'est d'où est-ce que viennent ces vues? Parce que je vous dis ça comme ça, mais par exemple, en référencement naturel, si les gens viennent à partir de questions d'articles de blog, eh bien, ils sont beaucoup moins voués à acheter que des personnes qui viennent à partir de requêtes ce qu'on appelle des requêtes commerciales. Donc, s'ils viennent de référencement naturel, donc de questions que se posent les internautes, c'est normal qu'il y ait peu de conversions, et notamment avec 200 visiteurs. Par contre, là, ce qu'elle peut se poser, c'est de se dire comment est-ce qu'elle peut optimiser les pages catégories, notamment, et les fiches produits de sa boutique e-commerce pour que les requêtes commerciales soient un peu plus présentes dans son scope de trafic. Voilà. Peut-être pour compléter, en fait, Marina, il y a plein de manières de répondre à la Mm. question que vous nous posez ici. Peut-être que les visiteurs qui viennent sur le site sont juste pas les bons visiteurs. Peut-être que l'intention d'achat, comme le disait Rock tout à l'heure, est pas assez forte pour qu'ils achètent. Peut-être que la notion de vue ici est même peut-être pas la bonne parce qu'on va faire le distinguo entre ce qu'on appelle un visiteur unique et un nombre de vues. Donc finalement, si le nombre de vues, c'est 200 fois la même personne, peut-être même vous qui vous êtes connecté sur le site, Mm. ben, c'est normal que vous n'ayez pas acheté étant donné que c'est vous. Finalement, ensuite, il y a aussi la notion de fluidification, de fluidité du parcours utilisateur, du parcours de vente. Enfin, il y a tellement de manières de répondre à votre question aujourd'hui que ce serait très difficile sans même avoir vu le site internet. Ce qu'on peut vous engager à faire, par contre, c'est à prendre rendez-vous avec Rock ou moi pour qu'on puisse justement creuser plus précisément votre contexte e-commerce actuel. Ouais. Il y avait une petite précision du coup de Marina qui disait que c'était effectivement un site e-commerce en ligne. Donc j'ai regardé, effectivement, c'est bien un CMS. Et elle nous précisait que les vues viennent d'Instagram. Voilà, elle a identifié que les vues venaient d'Instagram. Alors, là, pour le coup, c'est intéressant et ça permet de préciser la réponse aussi. Le gros intérêt de vues qui viennent d'Instagram, c'est que c'est vous qui avez construit
ces vues-là. Donc, typiquement, si dans votre stratégie Instagram, vous avez une approche très informationnelle et très inspirante autour de vos produits, peut-être que vous pouvez lancer des stratégies un peu plus commerciales, un peu plus, je dirais pas agressives, mais un peu plus commerciales pour aller pousser à l'achat, tout simplement. Donc, typiquement, vous êtes, donc, comme l'a dit Paul, je suis entièrement d'accord avec lui, vérifiez que votre tunnel de commande fonctionne et ensuite qu'il soit bien optimisé selon vous pour vendre. Et ensuite, derrière, sur Instagram, continuez à valoriser cette audience qui vient sur votre site, c'est vachement bien. Mais poussez-la à l'achat. Faites des promotions, faites des événements, faites du shopping en ligne, ce qui va permettre justement de développer vos ventes directement via Instagram. Eh ben, c'est bien noté. J'espère que Marina, ça vous apportera des éléments pour avancer dans votre projet. Je vous propose, il est 12h16, je vous propose Ouais. qu'on s'arrête là peut-être dans les questions. Paul, tu voulais peut-être en prendre une dernière? Non, ce que je voulais peut-être proposer, c'est qu'on mette nos liens LinkedIn à Rock et à moi. Comme ça, on Avec peut plaisir. éventuellement traiter quelques petites questions, envoyer nos agendas respectifs. Enfin, voilà, continuer de faire ce qu'on a, Exactement. je trouve, bien fait depuis plus d'une heure et quart ici. Maintenir cette belle énergie, ce bel engagement et ce bel investissement. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir été si actifs et présents pour ce bel événement. Tout Ouais, à fait. Bah, je vous invite à le faire, Rock. Tu peux le faire de même dans le chat. ouais. Moi, de mon côté, je vous repartage. Donc, vous verrez, ça sera écrit Les Folies Web. Je vous repartage le lien directement vers la petite enquête de satisfaction. Donc, elle vous permettra à la fois de cocher être recontacté par l'intervenant si vous souhaitez être recontacté par Rock Mhm. et cocher être recontacté par Neo Camino si vous souhaitez être contacté par Paul ou sinon vous pouvez poursuivre la discussion sur LinkedIn. Donc voilà, je viens de vous partager à l'instant ce petit lien. Et surtout, vous allez pouvoir récupérer le support de présentation de Rock et Paul qu'ils vous avaient préparé pour aujourd'hui. Donc, un grand merci à tous les participants, comme tu le disais, Paul, pour la dynamique. Vraiment, c'est Mm. chouette d'avoir pu avoir autant de dynamisme dans les participants. Et puis, merci à tous les deux, surtout pour votre temps et votre pédagogie, votre expérience. Je vous laisse le mot de la fin. Rock, tu veux dire un petit mot? Ben moi, j'étais super content de faire ce webinaire avec vous. Donc, ben, merci Paul et merci Anne-Émilie. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été aussi sympa. Je suis un peu déçu de ne pas avoir pu voir autant les questions que ce que je voulais, mais j'étais maître de la présentation. Alors, La prochaine fois, on je fera mieux. suis fier de mon rôle. Mais voilà, ouais, je me suis bien amusé, c'était super. Et j'espère vraiment que il y a beaucoup de choses, je le sais. Donc, n'hésitez pas à revoir le replay, c'est important. Mais j'espère vraiment que vous avez pu apprendre un maximum de choses. Et le dernier élément, c'est qu'on va vous partager aussi un lien dans le chat pour créer votre boutique sur Wheezy Shop si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, vous avez absolument tous les liens dans la présentation, donc je vous invite à le faire. Même pour tester, hein, vous avez 15 jours d'essai gratuit sur Wheezy Shop. Même si vous n'avez pas forcément de projet e-commerce et tout ça, pour découvrir la plateforme et tout ça. Je vous laisse le faire. Et, euh, et voilà, c'était un plaisir pour moi en tout cas. Merci beaucoup à toi, Rock. Paul, tu peux dire un petit mot? Yes, bah, plaisir partagé, hein. Toujours trop cool d'intervenir pour les Folies Web et puis de découvrir des belles personnes comme Mm. Rock ici. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé dans le développement, tout ça. On sait que ce sont des grandes étapes pour les uns et pour les autres pour justement lancer votre site, créer votre petite activité. Il faut beaucoup de courage, d'énergie, d'investissement pour faire tout ça. Donc, si on peut vous aider au travers de ces interventions ou du contact qu'on va pouvoir garder derrière à faire encore mieux, à être encore plus performant, à être encore plus fier de ce que vous êtes en train de Ouais. bâtir, bah écoutez, c'est avec un plaisir non dissimulé, quoi. Carrément, merci. En tout cas, il y a eu plein de remerciements dans le chat, donc je pense que la mission est remplie. Merci à tous les deux, puis un grand merci à Audrey aussi qui a répondu à pas mal de questions dans l'onglet questions. C'est clair. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation dans vos projets respectifs, comme le disait Paul. Bon courage à tous, et puis on se retrouve très vite pour un prochain événement Folie Web. Bonne journée à tous, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.